Capsule vidéo numéro 3. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre 2, la réflexion, c'est lorsqu'on passe d'un milieu qui est transparent à un milieu qui est opaque, ici, puis ça fait en sorte que la lumière change de direction, comme ça. Puis ici, on a la réflexion. Maintenant, qu'est-ce que la réfraction? La réfraction, c'est quand on passe d'un milieu qui est transparent à un autre milieu transparent et que ça fait également changer la lumière de direction. Ça pourrait avoir l'air, par exemple, de ça ici. Fait qu'on voit que lorsqu'on a passé d'un milieu à l'autre, ici, la lumière a été déviée. Donc ça, c'est la réfraction. Donc, on peut avoir quelques exemples communs que vous avez peut-être déjà observé de réfraction. Puis si je vous dis que la lumière, les rayons de lumière sont déviés, bien évidemment, ça va avoir un impact sur les images qu'on va observer. Fait que vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous mettez quelque chose dans l'eau, par exemple une paille, la paille semble être cassée. Ça, c'est causé par la réfraction. C'est-à-dire qu'ici, quand on est passé du milieu transparent qui est l'air au milieu transparent qui est l'eau, quand on a changé de milieu ici, les rayons ont été déviés. Une autre illusion qui est commune, c'est quand on a l'air plus petit quand on est dans une piscine, ou encore quand on dirait qu'il y a de l'eau sur l'asphalte qui est très chaude. Ça, c'est causé par la réfraction. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce qu'un milieu transparent peut faire dévier la lumière? Qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière, si on s'en souvient bien, qui a une vitesse appelée c de précisément 299 792 458 mètres par seconde. Puis souvent, on l'approxime tout simplement à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Cette vitesse-là, c'est quand la lumière se propage dans le vide. Donc, par exemple, ici, lumière qui voyage dans le vide. Quand la lumière entre dans un milieu qui est transparent, par exemple ici du verre, toutes les particules qu'il y a dans ce milieu transparent-là vont ralentir la lumière qui essaie de se propager. On se rappelle que la lumière, c'est une onde. L'onde cherche à se propager. Puis le fait qu'il y a plein de particules dans le chemin, ça va ralentir la lumière. En ralentissant, ça va avoir comme effet de la faire dévier de sa trajectoire. Fait que ici, qu'est-ce que la réfringence? La réfringence, c'est la capacité de réfracter Puis dans le fond, réfracter, on peut dire que c'est la capacité. Dans le fond, la réfringence, on pourrait aussi dire que c'est la capacité de ralentir la lumière. On vient ralentir la lumière, et c'est ça qui la fait dévier de sa trajectoire. Donc maintenant, si on parle de l'indice de réfraction, en général, l'indice de réfraction va comparer les vitesses quand on est passé d'un milieu à l'autre. Maintenant, qu'est-ce que l'indice de réfraction absolu? On va le symboliser n, et ça va être la comparaison de la vitesse maximale de la lumière. Et cette vitesse-là, on la retrouve quand la lumière se propage dans le vide. Ici, dans le vide. Donc dans le vide, il n'y a aucune particule dans le chemin, donc l'onde électromagnétique peut se propager librement à pleine vitesse. Maintenant, quand l'onde va entrer dans un milieu transparent où il y a des particules de matière, mais ça va, et comme ça ici, ça va la ralentir. Fait qu'ici, ça va être une vitesse V, puis on a dit que la vitesse maximale de la lumière, c'était C. Donc maintenant, quand je parle de l'indice de réfraction absolu, ça va être le ratio de ces vitesses-là. Je vais faire la vitesse maximale divisée par la vitesse dans mon milieu transparent où j'ai des particules. Fait que maintenant, quelles sont les valeurs possibles de cet indice de réfraction-là?
Ben, on sait que C, c'est ma valeur maximale. Fait qu'on a deux cas. Soit V est aussi la vitesse maximale, avec la vitesse qu'on ne peut pas dépasser, ou bien V est un peu plus lent, puis V va être plus faible que C. Fait que dans le premier cas, je vais effacer ici comme ça. Dans le premier cas, on pourrait dire, ok, ben, mon V est maximum, donc V va être égal à C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre indice de réfraction va être égal à 1. C divisé par C. L'autre possibilité, c'est si on a... Je vais effacer ça ici. Si on a une vitesse qui est ralentie par les particules, on va remarquer que le dénominateur ici va être plus faible que le numérateur. Fait que toujours dès qu'on a une fraction où... là, je vais écrire des fractions au hasard, là, où le dénominateur est plus petit, okay, on remarque que la réponse, dans le fond, de cette division-là va toujours être plus grande que 1. Donc ici, ce que ça implique que l'indice de réfraction n serait plus grand que 1. Donc maintenant, si on prend les deux cas qu'on a, soit la vitesse v est maximale, la même que c, ou la vitesse v est plus faible, ben, l'indice de réfraction va être plus grand ou égal à 1. On ne pourra jamais avoir un indice de réfraction qui est plus petit que 1, pour peu importe le matériau qu'on va étudier. L'approximation qu'on peut faire, c'est juste que étudier ici des vitesses, écrire des vitesses v, puis les comparer à la vitesse dans le vide, mais c'est quand même difficile de travailler avec le vide. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que dans l'air, ici si je fais un petit dessin, dans l'air, les petites particules de gaz, puis je veux dire, vous l'avez sûrement vu en chimie, sont très loin les unes des autres. Donc l'air, c'est principalement du vide. Fait que la lumière, quand elle traverse l'air, va être un peu ralentie par ces particules-là, mais vraiment pas beaucoup. Tellement peu qu'on va dire que la vitesse, ici, v dans l'air, est à peu près égale à la vitesse maximale qui est c. Donc, quand on va étudier l'indice de réfraction de certains matériaux, on va comparer la vitesse de la lumière quand elle était dans l'air, puis qu'elle est rentrée dans le matériau. C'est quelle approximation peut-on faire? Que la vitesse de la lumière dans l'air correspond à peu près à la vitesse maximale, qui est celle qu'on a dans le vide. Maintenant, si on fait un exemple de calcul, ici je vous demande quel est l'indice de réfraction du diamant, sachant que la lumière le traverse à une vitesse de 1,24 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc on va aller écrire nos données. Si vous pouvez faire pause sur la vidéo, juste le temps de laisser par vous-même, puis ensuite vous pouvez faire play pour voir le résultat. Donc ici on cherche l'indice de réfraction. On sait que la vitesse maximale c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et on sait que la vitesse dans notre milieu transparent, qui est le diamant, est de 1,24 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et après ça, ici, notre démarche, ça va se faire assez bien en une étape. N est égal à C sur V. Donc, N est égal à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde divisé par 1,24 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Fait que si je peux annuler mes mètres par seconde, je peux annuler mes fois 10 à la 8. Ça me donne 3 divisé par 1,24. Et puis ça, vous pouvez le calculer sur la calculatrice. Je vais le calculer rapidement. 3 divisé par 1,24. Ça nous donnerait environ 2,419. Donc, l'indice de réfraction dans le diamant serait d'environ 2,419. Si on fait un autre exemple ici, je
Je vous demande à quelle vitesse voyage la lumière dans l'eau pure si son indice de réfraction est de 1,33. Donc ici, donné, on sait que la vitesse de lumière, encore là, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Je donne l'indice de réfraction, 1,33. Puis on cherche la vitesse. Donc ici, démarche. N va être égal à C sur V. Si je fais une isolation algébrique, ça fait V est égal à C sur N. Fait que si V est égal à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, divisé par 1,33, et V va être égal, si je le calcule rapidement ici, à 2,256 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc ici, si je compare mon diamant et mon eau, l'indice de réfraction du diamant, on avait dit que c'était 2,419. L'indice de réfraction dans l'eau était de 1,33. Et on a dit que la vitesse dans le diamant, c'était de 1,24 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et la vitesse dans l'eau, c'était 2,256 10 à la 8 mètres par seconde. Donc ici, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que plus la lumière est ralentie, fait qu'on voit que dans le diamant, la vitesse est beaucoup plus faible, plus l'indice de réfraction va être élevé. Fait que si on voit que la lumière a été beaucoup ralentie comparativement à l'eau, puis on voit aussi que l'indice du diamant est beaucoup plus élevé que l'indice de l'eau. Donc plus le N est élevé, plus la lumière a été ralentie par notre milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'un indice de réfraction relatif? Donc, étant donné que ce n'est pas toujours pratique de comparer le passage de la lumière du vide où sa vitesse est maximale à un certain milieu, parfois ce qu'on veut faire à la place, c'est comparer quand je passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Par exemple, si je passe de l'eau, puis la lumière rentre dans du diamant, on est passé de deux milieux transparents dans lesquels il y avait des particules de matière qui ralentissaient la lumière, puis dans lesquels la lumière n'était pas maximale. Fait que ici, si je dessine ça, on va dire, ok, ici j'ai mon milieu numéro 1, ici j'ai mon milieu transparent numéro 2, fait que ici 1, ici ça va être 2, puis qu'est-ce qui arrive quand la lumière passe d'un milieu 1 au milieu 2? La formule qu'on va écrire, ça va être N, encore une fois, sauf que là on va dire N quand je passe du milieu 1 vers le milieu 2. Fait que si on voit que je suis passé du milieu 1 vers le milieu 2, puis comment on va le calculer? Ça va être encore une fois un rapport, un ratio. Donc on va faire le ratio de l'indice absolu du deuxième milieu, du milieu dans lequel on entre, divisé par l'indice absolu du milieu duquel on partait, du milieu de départ. Maintenant, pour ce qui est des valeurs possibles, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que quand je parle des indices de réfraction relatifs et non pas absolus, ici c'est possible que le dénominateur soit plus grand que le numérateur. Parce qu'ici, le numérateur, c'est simplement le milieu dans lequel on entre, c'est pas nécessairement la vitesse maximale. Fait que ça se peut qu'on passe d'un milieu ici où la vitesse est très faible, donc le N va être très très élevé, à un nouveau milieu, numéro 2 ici, où la vitesse est beaucoup plus grande, donc l'indice va être beaucoup plus petit. Fait que ça nous donnerait par exemple, je sais pas moi, 1,03 divisé par genre 4,8. Là, je vais juste inventer des valeurs. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on aurait une fraction, puis on aurait une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc, il faut faire attention, l'indice de réfraction absolu
plus grand ou égal à 1, mais l'indice de réfraction relatif, ça se peut qu'il soit entre 0 et 1, ou ça se peut qu'il soit aussi plus grand que 1, si par exemple, j'inverse mes milieux ici, j'aurai une valeur qui est plus grande que 1. Dans le fond, la morale, ici, notre indice de réfraction relatif, il va juste être plus grand que 0. Donc, si ici, je reprends mon exemple de l'eau et du diamant, on va calculer l'indice de réfraction relatif quand la lumière qui était dans l'eau entre dans un diamant. Et vous pouvez faire pause, prenez une seconde, essayer de résoudre ce problème-là. Fait ici, je vais écrire mes données. Je sais que l'indice dans l'eau, c'est de 1,33. On l'avait fait au problème précédent. Et l'indice dans le diamant, je vais juste écrire dia, c'est de 2,42. Oui, 2,42. Donc ici, démarche. Mon indice eau vers diamant, ça va être l'indice absolu du diamant divisé par l'indice absolu de l'eau, ce qui est égal à 2,42 divisé par 1,33, puis ça va être égal à environ 1,820. Ici, j'ai arrondi à 3 chiffres après la virgule, comme on doit toujours le faire. Finalement, info bonus qui est quand même intéressante. Et je me suis dit que ça serait le fun de la rajouter. La réfraction de la lumière, donc la déviation, le ralentissement de la lumière, va dépendre de sa longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est courte, par exemple, comme ça, versus ça ici, quand ma longueur d'onde est plus courte, elle va être davantage ralentie par mon milieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si elle est plus ralentie, sa trajectoire va être plus déviée. Donc, si on prend comme exemple ici le rouge, puis on regarde dans la lumière blanche, on sait que j'ai toutes les couleurs. Le rouge se trouve plus à droite du spectre, donc proche de genre des ondes radio, etc., qui sont très grandes. Donc, la lumière rouge va être juste un petit peu déviée, comme ça. Par contre, si je prends la lumière bleue, qui est de l'autre côté du spectre visible, donc plus à gauche avec les rayons X et UV et tout ça, sa longueur d'onde est beaucoup plus courte que la lumière rouge. Avec la lumière rouge, on avait dit que c'était une longueur d'onde qui était plus longue. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle est plus réfractée. Donc, le prisme en verre, en vitre, ici, comme ça, va davantage ralentir la lumière bleue. Donc, la trajectoire de la lumière bleue va être beaucoup plus déviée. Et c'est pour ça ici que la lumière bleue va s'en aller beaucoup plus vers le bas. Donc, ça explique pourquoi, quand on envoie de la lumière blanche dans un prisme, les couleurs vont se séparer. Pourquoi? Chaque couleur a une longueur d'onde différente, puis ils vont être soit juste un petit peu déviés, ou soit beaucoup déviés. Donc, étant donné que leur trajectoire change, on va les séparer les unes des autres.